17 ans après sa disparition, Omar Bongo Ondimba demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique du Gabon. Président durant plus de 4 décennies, il a profondément influencé la vie politique, économique et diplomatique du pays. Retour aujourd'hui sur un parcours d'un homme d'État dont le nom reste étroitement lié à plusieurs grandes pages de l'histoire gabonaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Parlons-en, votre émission des sociétés qui informe, écoute et propose des solutions. Omar Bongo Ondimba, retour sur le parcours d'un homme d'État. Ce soir, pour en parler, nous serons bien sûr avec Chris Becker-Manganka, analyste politique. Bonsoir Chris. Bonsoor à vous, Madame Bell. J'espère que vous allez bien et je n'ai pas écorché votre nom. Ça va bien, merci Madame. D'accord. Et à vos côtés, il y a également Joachim Pambou Bachi, acteur politique. Bonsoir Monsieur Bachi. Bonsoir Madame. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je me porte comme le Gabon. Et il y a également Astanias Bouka, chroniqueur, éditorialiste TV+ Afrique. Bonsoir Astanias. Bonsoir, charmante Delma Rondo, femme de pouvoir. J'espère que toi aussi tu te portes bien. Je dirais je me porte tel un charme. Alors tout de suite, place au déclic avec Ornelia Lebomo. Le 8 juin 2009, disparaissait Omar Bongo Ondimba. 17 ans plus tard, son nom reste indissociable de l'histoire politique du Gabon. Né le 30 décembre 1935 à Léouaï, dans la province du Haut-Ogooué, celui qui s'appelait alors Albert Bernard Bongo débute sa carrière dans l'administration avant de gravir rapidement les échelons du pouvoir. En 1966, il devient vice-président de la République aux côtés du président Léomba. Un an plus tard, à la suite du décès de ce dernier, il accède à la magistrature suprême le décembre 1967. À seulement 32 ans, il devient le plus jeune chef de l'État du continent africain. Dès 1968, il crée le Parti démocratique Gabon, le PDG, qui devient le parti unique. Commence alors le règne qui marquera profondément plusieurs générations de Gabonais. En 1973, il se convertit à l'islam et adopte le prénom Omar. Plus tard, il ajoutera le nom Ondimba, affirmant davantage son identité africaine. Sous sa présidence, le Gabon connaît une période de stabilité politique rare dans la sous-région. Portée par les revenus du pétrole, l'économie se développe et de nombreuses infrastructures voient le jour. Libreville se modernise et le pays renforce sa place sur la scène internationale. Au-delà des frontières gabonaises, Omar Bongo s'impose également comme un acteur diplomatique influent, souvent sollicité pour ses médiations. Il joue un rôle dans la résolution de plusieurs crises africaines. Mais son long exercice du pouvoir suscite aussi des critiques. Ces opposants dénoncent notamment la concentration du pouvoir et réclament davantage d'ouverture démocratique. En 1990, dans un contexte de profonde mutation politique en Afrique, le multipartisme est rétabli au Gabon, ouvrant une nouvelle page à la vie politique nationale. À plus de 41 ans à la tête du pays, Omar Bongo Ondimba s'éteint le 8 juin 2009 à Barcelone, en Espagne. Aujourd'hui encore, son héritage continue d'alimenter les débats. Pour certains, il demeure l'artisan de la stabilité du Gabon moderne. Pour d'autres, son parcours invite à une réflexion sur les défis démocratiques et institutionnels du pays. Une chose demeure certaine, Omar Bongo Ondimba a marqué durablement l'histoire du Gabon. Justement, après cet élément qui retrace du moins le parcours du président Omar Bongo, l'ancien président Omar Bongo Ondimba, place au décryptage. Alors Astanias, on va commencer avec toi. Qui était Omar Bongo Ondimba? Alors, Omar Bongo Ondimba, grande figure du siècle passé, qui a régné à la tête de notre pays 41 ans et 6 mois. Omar Bongo Ondimba fut né en 1935 à Léouaï, devenu aujourd'hui Bongoville, dans l'Afrique équatoriale française, dont la capitale était Brazzaville.
Omar Bongo Ondimba fut collaborateur, n'est-ce pas, de Léomba Minkomindan, président effectivement de la République gabonaise, père de l'indépendance de notre pays. Omar Bongo a appris à ses côtés, et je m'en vais comme ça citer une de ses expressions. Je n'ai ni l'âge, je n'ai ni l'expérience de Léomba, j'appliquerai sa politique dans toutes ses grandes lignes. Dixit Omar Bongo Ondimba. En 1964, il a connu effectivement le renversement et réhabilité dans ses fonctions de président de la République Léomba Minkomindan. Il a connu cette période trouble de l'histoire politique de notre pays. 1966, une élection va avoir lieu où le président de la République, avec un jeu de modification de la Constitution, un double ticket, n'est-ce pas, va naître de cette modification constitutionnelle, où le président de la République va être élu au même titre que son vice-président, qui se trouvait être M. Albert Bernard Bongo. Léomba Minkomindan décéda, n'est-ce pas, au cours de l'année 1967, par le jeu effectivement démocratique débouchant effectivement issu de la modification constitutionnelle. Omar Bongo accéda royalement à la magistrature suprême, et comme vous l'avez présenté brillamment dans l'élément qui a été diffusé pour élément de langage, Omar Bongo va donc créer en 1968, plus précisément le 12 mars 1968, le Parti démocratique gabonais qui va régenter, qui va rétimer, n'est-ce pas, sous le prisme, n'est-ce pas, du monolithisme, la vie politique gabonaise. Omar Bongo Ondimba, par sa justesse, par son sens du consensus, n'est-ce pas, va faire en sorte que les fils et filles de ce pays soient unis autour de sa politique, je dirais, autour de la personnification et de la personnalisation du pouvoir qu'il incarna, au fait effectivement de stabiliser toutes les couches socio, je dirais, ethno-linguistiques de notre pays. Omar Bongo Ondimba va connaître une période vaste, c'est 1973, avec son islamisation, et également avec le boom pétrolier qui va aboutir, n'est-ce pas, à ce qu'il avait annoncé, que s'il faut pactiser avec le diable, nous le ferons, car le transgabonais va avoir lieu. Et le transgabonais siffle. Et en définitive, Omar Bongo toujours, nous n'avons pas pactisé avec le diable. Et en 1990, il va avoir alors, avec le renversement du mur de Berlin en 1989, 1990, et bien alors, le retour au multipartisme fut acté avec les troubles qui marquaient cette période faste de la vie politique du Gabon. Omar Bongo lâcha de l'Est, et enfin, effectivement, ce fut une période plus détendue, et jusqu'à ce que le peuple gabonais connut son décès, plus précisément le 8 juin 2009. Merci Astanias pour cette petite précision. Alors, Monsieur Mbachi, de Albert Bernard Bongo à Omar Bongo Ondimba, comment cela s'explique? Écoutez, le président de la République, fait son Excellence El Hadj Omar Bongo, fit le choix de s'islamiser. C'est un choix personnel, et je crois qu'à l'époque, c'était la tendance. Et sous les conseils donc de son frère ami Muammar el-Kadhafi, il s'islamisa. Il perdit donc son nominatif de Albert Bernard Bongo pour devenir El Hadj Omar Bongo. Mais il faut comprendre qu'au fil du temps, suite à une affaire, j'allais dire, de droit, il adjoindra à son nominatif le nom de son père, Ondimba. Il deviendra donc El Hadj Omar Bongo Ondimba, ce qui est tout à fait normal. Alors, Monsieur Chris, vous pensez également que cela a apporté un changement dans son parcours? Alors, merci beaucoup. Le changement de nom et changement de parcours. Merci beaucoup, Madame
d'elle, il faut comprendre que tous les choix qu'opérait son Excellence, d'abord Albert Bernard Bongo, ensuite El Hadji Omar Bongo, puis El Hadji Omar Bongo Ondimba, il n'opérait que de choix qui étaient porteurs d'avancées significatives dans le déroulement de sa vie politique. Ces choix n'étaient pas fortuits. Oui, effectivement, ça apporte des changements. Parce que lorsqu'il décide d'intégrer l'islam en 1973, c'était non seulement une simple conversion, mais c'était là aussi une ouverture à la diplomatie vers le monde arabe. Et une diplomatie que nous savons tous l'a aidé, l'a accompagné dans sa politique dont il avait fait une obsession, notamment le maintien de la stabilité dans son pays, le Gabon. Et il pouvait très souvent le citer, que les Gabonais aiment bien dire « on ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix ». Mais que pouvons-nous faire sans la paix? Nous avons vu des années d'après son départ, d'après son rappel à Dieu, les quelques troubles post-électoraux qu'a connu notre pays. Nous avons tous vu qu'une seule semaine, sans liberté de circulation, sans liberté d'expression, sans Internet, c'était plus qu'un enfer. Et imaginez-vous, durant les 42 ans de règne de El Hadji Omar Bongo Ondimba, on aurait passé 42 ans de troubles. Que devait être la vie des Gabonais? Ça ne devait être qu'une vie de traumatisme. Bien évidemment, le changement de nom, le choix diplomatique d'El Hadji Omar Bongo a notamment contribué au maintien de la paix dans notre pays, sinon au bon déroulement de son parcours politique. D'accord. Alors, M. Mbadji, dans quel contexte Omar Bongo accède à la présidence gabonaise? Omar Bongo accède à la présidence gabonaise à la mort du président Léomba en 1967, et M. Boukas l'a bien relevé. Il va y avoir la tenue d'une élection qui le portera de manière officielle président de la République. Il fera certes la campagne seul, mais de cette campagne, il trouvera l'adhésion du peuple gabonais. Et il faut dire que depuis lors, Omar Bongo a brillé à la fois sur la scène politique nationale et internationale, ce qui fait de lui un homme, j'allais dire, atypique, si ce n'est monumental, qui aura marqué toute l'histoire de la vie politique de notre pays et même du continent, voire même du monde entier, puisque des Omar Bongo, me disait un analyste politique français, il n'en existe qu'une seule fois chaque 100 ans. C'est vous dire un peu l'empreinte, j'allais dire significative, laissée par Omar Bongo dans la scène politique internationale. Merci, M. Mbadji. Alors, Astanias, il a marqué l'histoire et évidemment, il avait 32 ans. Est-ce qu'on peut parler également des défis qu'il a pu rencontrer? Alors, il faut dire que quand Omar Bongo embrasse l'arène politique, oui, il eut 32 ans. Léomba faisait face déjà à une opposition très bien structurée, avec des figures tutélaires telles que Jean-Hilaire Obama et tous les autres. Et donc Omar Bongo, au nom du consensus, va tout faire effectivement pour gagner l'adhésion. C'était ça son talent, le talent inné de sa personne, au fin effectivement de ramener vers lui toutes les forces centrifuges pour créer une dynamique unitaire afin de stabiliser l'exercice de son pouvoir. Et donc Omar Bongo Ondimba, très jeune, devant des baobabs comme Jean-Hilaire Obama, comme Paul Marie Ngunju et tous les autres,
qui ont marqué la vie politique sous l'ère Léomba Mikomindan. Omar Bongo, avec son génie, effectivement, avait su trouver les astuces, avait su trouver effectivement des passerelles pour pouvoir, en effet, avoir une convergence de vues sur la question de la gestion du Gabon en ce moment-là. Oui, Omar Bongo Ondimba, on ne peut lui dénier, n'est-ce pas, ce génie que lui donna ou que lui conféra la Providence. Mais au-delà de tout ça, Omar Bongo, oui, monsieur le président Joachim Pambombachi l'a indiqué brillamment que Omar Bongo, c'était au-delà de nos frontières. Hein. Et nous avons vu effectivement, dans le cadre de la pacification d'un certain nombre de territoires, de Jonas Savimbi, de l'Angola à Libreville, nous avons vu des Patassé, nous avons vu Denis Sassou Nguesso, Pascal Issouba, Yongui Opango, toutes ces grandes figures de la politique congolaise effectuent une espèce de balai diplomatique pour solliciter, n'est-ce pas, les conseils d'Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo, c'était au-delà effectivement du continent africain, considéré comme promoteur des vertus de paix, n'est-ce pas, de stabilité sociale, économique et politique. Omar Bongo, c'était un tout, c'était un englobant. Mais la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui dans le cadre de la pédagogie que nous faisons pour la postérité, est-ce que des Omar Bongo Ondimba, comme disait le président Joachim Pambombachi, il n'y en a qu'un seul tous les 100 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir dans notre pays des Omar Bongo Ondimba? Est-ce qu'aujourd'hui, l'héritage ou le parcours de l'homme peut être identifié en certains d'entre nous, du moins pour ceux qui font activement de la politique, qui en ont fait une profession comme le président Bachi? Est-ce qu'il y en a? Chez nous, les anglicistes, nous disons « that is the question ». Merci Astanias. Alors, Monsieur Becker, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la création du Parti démocratique gabonais de 1968 est une date importante? Effectivement, la date de 1968, le 12 mars, est une date très importante, dans la mesure où cette date marque non seulement la création du parti qui a fait la vie politique d'Omar Bongo, qui a fait également la vie politique du Gabon, mais ça marque également l'ossature politique pour 20 ans d'années au niveau du Gabon. Et j'aimerais quand même revenir toujours sur ce parcours. C'est vrai que mes confrères ici ont bien planté le décor. Allez-y, c'est le but de l'émission. Mais il y a toujours des choses à dire sur ce parcours assez brillant. Il faut dire que lorsque Omar Bongo, moi j'ai essayé de résumer son parcours en 9 étapes. Au-delà de sa naissance en 1935, à Lewa, devenu Bongoville, il y a une date importante également, c'est celle de l'indépendance en 1960, où Omar Bongo a 25 ans. Mais avant ces 25 ans, Omar Bongo, il faut déjà le dire, est maire de Franceville à 21 ans, disons 1956. Et à 22 ans, il est député, donc en 1957. Et ensuite, l'indépendance arrive, en 60, où il a 25 ans. Et Omar Bongo poursuit son école parce que la venue de l'indépendance marque la véritable école d'Omar Bongo. D'aucuns pourraient dire qu'Omar Bongo aurait hérité du pouvoir. Omar Bongo n'a pas hérité du pouvoir, mais Omar Bongo n'a fait qu'hériter de son apprentissage de longues années auprès du président Léomba. Ça, c'est très important. Et son choix à l'islam en 1973, mais nous avons également, M. Bouka l'a signifié, mais j'insiste sur ça parce que c'est une étape très importante quand Omar Bongo prend sa première décision économique, laquelle, lorsqu'il rentre en bras de fer avec la France par rapport au projet transgabonais. La France estime que c'est un projet irréalisable. Omar Bongo estime que c'est un projet réalisable. Donc, la France dit non. Omar Bongo dit oui pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Et lorsque le Parti démocratique gabonais arrive, qui, de sa création jusqu'en 90,
est un parti unique, on a cette grande phase de 90 à 91 où il y a la grande conférence nationale qui nous ramène au multipartisme dans notre pays. Et dire aujourd'hui que cette date n'est pas importante, ce serait carrément renier l'histoire politique de notre pays, car nous avons quand même un président qui a œuvré durant 42 ans de pouvoir. Il a dirigé le Gabon pendant 42 ans. Donc c'est une date qui reste surtout gravée dans les mémoires et dans les cœurs des militants du Parti démocratique gabonais. Et vous avez remarqué récemment, le 12 mars dernier, ces derniers ne pouvaient que célébrer cette date avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'enthousiasme, parce que oublier le PDG, ce sera oublier le Gabon, et se souvenir toujours de cette date, ce sera toujours se souvenir de feu Omar Bongo, de la vie politique d'Omar Bongo, des premières décisions d'Omar Bongo. Parce qu'on va dire, oui, Omar Bongo n'aurait pas avancé significativement en termes de développement au Gabon, mais Omar Bongo a planté les jalons. Omar Bongo a mis les fondations. C'est comme un philosophe qui amène une première pensée, d'autres vont venir rapporter un dépassement, mais ça ne veut pas dire que la pensée de base sera mise de côté ou bien elle sera fausse. Omar Bongo a commencé, c'est bien, que ça a été long ou lent, c'en est une chose, mais le plus important c'est qu'il a existé, il a mis ses premières pierres, c'est maintenant à nous d'apporter le dépassement. C'est ça la vie politique. D'accord, merci M. Becker. Alors, M. Mbati, plus de 4 décennies au pouvoir, comment l'expliquer? Écoutez, le génie omarien a simplement agi. Je vous disais que M. Omar Bongo était un homme atypique. C'était un savant politique, si on peut le dire ainsi, qui a su, dont l'expérience et le savoir-faire a su résister au temps et même dans l'espace. Pour nous qui avons eu la chance de le côtoyer un temps, soit peu, on a fait le constat de ce que Omar Bongo représentait véritablement une personnalité qui était faite pour faire de la politique. D'aucuns diront qu'il a géré le Gabon toutes ces années durant comme un bon chef de village, ce qui n'est pas totalement faux, parce que partout à travers le Gabon, il avait ce qu'on appelle des points focaux. Il y avait des familles sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour pouvoir résoudre un certain nombre de questions relatives à telle ou telle contrée. Il faut retenir aussi que Omar Bongo est le chantre non seulement de la paix, mais de l'unité nationale. Et le Parti démocratique gabonais, au travers de sa création, répondait à cette logique de fédérer l'ensemble des Gabonais autour d'une idéologie. Et je crois que après Omar Bongo, il n'y aura plus un autre acteur politique capable de diriger notre pays comme ce fut le cas pour lui. Il faut reconnaître que M. Bongo nous a légué en héritage la paix et l'unité nationale, des valeurs cardinales que de nombreux pays frères ont souvent recherchées. Ne perdez pas de vue non plus qu'il a été, durant tout son parcours politique, j'allais dire, le médiateur le plus chevronné de toute l'histoire de la vie politique du continent africain et même au-delà. Omar Bongo a réglé des questions relatives avec le conflit, par exemple, palestino-israélien. On a vu des gens comme Yasser Arafat venir puiser de la sapiens de M. Omar Bongo Ondimba. Nous avons vu le rôle, j'allais dire, nous connaissons, nous savons le rôle lige qu'il a joué dans l'élargissement du président Nelson Mandela de prison. Et si vous vous souvenez, dès que Mandela sort de prison, le premier pays au monde qu'il visite, c'est le Gabon. Pourquoi? Parce qu'il vient remercier Omar Bongo Ondimba. Donc, des Bongo, mon rêve serait qu'il en existe au Gabon après lui. Mais j'ai la faiblesse de penser que ce ne sera pas possible. C'est pourquoi nous devons préserver son héritage. Nous devons nous
focaliser sur ce qui nous a légué. Parce que son héritage, ce n'est pas tant que la paix. Omar Bongo a marqué l'histoire du pays sur quasiment tous les plans. Il faut que les nouvelles autorités, je pense, parce que c'est l'occasion, Omar Bongo, cette journée, lui étant dédiée, quoi qu'il soit né, quoi qu'il soit décidé le 8 juin, nous sommes le 9, nous sommes dans la continuité de la célébration ou de la commémoration de son œuvre politique, devrait s'imprégner de la façon dont a géré Omar Bongo Ondimba pour faire du Gabon un pays qui rayonne encore davantage à l'international. Merci M. Mbadji. Alors Astanias, tu veux peut-être rajouter ou renchérir plus de 4 décennies au pouvoir? Oui, renchérir peut-être pas, mais peut-être nuancer effectivement la posture, parce que pour certaines langues, pour une certaine opinion, la figure d'Omar Bongo fut une figure controversée. Déjà pour avoir exercé l'exclusivité du pouvoir politique en 41 ans et 6 mois à la tête de notre pays, le Gabon. Omar Bongo Ondimba, pour les contemporains, c'était la promotion, n'est-ce pas, de l'impunité, de la gabégie, de la mise en place, n'est-ce pas, des castes, pour ne pas dire d'une certaine oligarchie, que lui, effectivement, il a dit des points focaux. C'est un qui avait le droit de vie et de mort, qui avait le droit de façonner des carrières et les défaire au gré, n'est-ce pas, d'un simple caprice. Ça, Omar Bongo, pour essayer d'équilibrer toutes les forces au sein de notre pays et pour essayer de stabiliser l'équilibre sociopolitique dans notre pays. Omar Bongo Ondimba, il fallait également dire que c'était au-delà de ça du consensus, mais un consensus dont beaucoup ne s'en ont pas approprié et n'ont pas peut-être bien compris. Omar Bongo aussi, c'est celui qui, au crépuscule de sa vie, annonçant que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, et la suite, nous la connaissons. Omar Bongo Ondimba, c'était celui qui avait géré notre pays tel un chef de village, n'est-ce pas? D'aucuns vont dire combien d'épiceries, c'est leur opinion, c'est cela la démocratie, mais de façon pratique et objective, il faut dire Omar Bongo Ondimba, par le fait de ne pas avoir sanctionné les comportements anti-républicains, anti-éthiques du point de vue des valeurs sociologiques et anthropologiques caractérisant, n'est-ce pas, le fonctionnement régulier des institutions. Malheureusement, c'était zéro impunité. Plus on en volait, plus on était promu à des hautes fonctions, et c'était ça les caractéristiques de Omar Bongo Ondimba, et qui avait fortement déplu à une certaine génération qui aspirait à avoir autre chose en 41 ans et 6 mois à la tête de notre pays. Merci beaucoup Astanias. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après la pub. TV Plus Afrique, toute l'actualité en continu sur le site tvplusafrique.com. Désormais, emportez tout l'univers de TV Plus Afrique directement dans votre poche sur votre smartphone. Analyse approfondie en article ou moment fort en replay, c'est vous qui décidez quand et comment vous informer. Info, culture, débat, magazine, tout ce qui fait l'Afrique d'aujourd'hui. Restez connectés à l'actualité où que vous soyez. TV Plus Afrique, toute votre actualité à portée de main.
De retour sur ce plateau de Parlons-en et justement, on parle du retour sur le parcours d'un homme d'État, Omar Bongo Ondimba. Alors, quel rôle le pétrole a-t-il joué dans la stabilité économique et politique de son régime? Monsieur Chris Baker. Quel rôle le pétrole a-t-il joué? Étant notre, on va dire, notre première ressource économique, parce que c'est ce que beaucoup pouvaient reprocher à Omar Bongo, c'est d'avoir eu tendance à faire du pétrole le seul levier économique. Et ce pétrole, il a joué pour beaucoup dans la mesure où il a été une attraction pour notre pays. Si la France et d'autres pays ont été de plus en plus attirés par le Gabon, c'est déjà par le pétrole. Et l'existence même de ces sociétés étrangères dans notre pays peuvent très bien en témoigner. À côté de ça aussi, le fait d'avoir nationalisé ce pétrole, ça a permis au Gabon d'être un pays complètement incontournable, un pays assez convoité. Et il y a toujours des mets de regret dans la mesure où beaucoup de Gabonais se sont quand même demandé que pourquoi avec une telle mine d'or, avec un tel boom pétrolier, on n'a pas vraiment senti l'impact des bénéfices de ce pétrole dans le panier de la ménagère. Ok, le pétrole a généré des fonds qui ont permis à Omar Bongo de réaliser la construction de certaines infrastructures, parce que, comme je le disais, notre budget annuel repose sur plusieurs sources de revenus. Et ces sources de revenus, c'est par rapport à plusieurs secteurs économiques. Et au Gabon, pendant plusieurs temps, l'un des principaux secteurs productifs de revenus dans notre pays, c'était le pétrole. On a mis l'accent sur ça, mais avec beaucoup de recul et d'autres dirigeants qui sont arrivés, on a compris que c'était aussi une faute grave dans la mesure où le pétrole est une mine et une mine finit toujours par s'épuiser. Et c'est là où El Hadj Omar Bongo, je ne dirais pas si il avait bien fait de ne rester axé sur le pétrole uniquement ou il avait mal fait. Mais la vérité, c'est que ce pétrole n'a pas véritablement été bien exploité dans la mesure où ça n'a pas bien profité aux Gabonais que nous sommes. Parce que je me rappelle, lorsque nous grandissions, on se posait toujours la question de savoir où va l'argent du pétrole, où va le pétrole. Et quand on voit le pays comme la Guinée équatoriale, pour ne pas le citer, dont le Gabon était l'Eldorado, se développer en une fraction de seconde par la même matière première que nous avons eu à exploiter depuis plusieurs années, on s'est quand même posé des questions. Donc ça a suscité beaucoup de débats. Ça n'a pas seulement créé de la stabilité, mais c'est un débat qui a fait polémique, qui a fait débat du point de vue de sa mauvaise exploitation. Mais sinon, le pétrole reste un levier majeur, même jusqu'à nos jours. Et nous espérons qu'avec les dirigeants actuels, il va véritablement amener la stabilité, il va faire taire tous les débats possibles. D'accord. Alors, Monsieur Mbati, finalement, comment est-ce que Omar Bongo gérait ses relations avec la France tout au long de son mandat? Écoutez, la France est un partenaire privilégié du Gabon à cause des liens séculiers et d'amitié qui existent entre les deux pays. Le Gabon ayant été colonisé par la France, il est donc intimement lié. Le Gabon est directement lié au Gabon. Mais Omar Bongo n'avait pas que des liens privilégiés avec les responsables politiques français. C'était un homme qui avait sous le coude plusieurs relations qu'il devrait entretenir par le monde, mais surtout sous le continent africain. Omar Bongo était un homme large parce que le pétrole, question que vous évoquiez,
il y a quelques minutes, lui servait non seulement de manne financière pour développer en griffe le pays, mais aussi pour faire accroître son autorité à travers le continent africain et de par le monde. Ce qui faisait qu'il était le plus souvent sollicité par des chefs d'État, qu'il s'agisse du continent africain ou français. Ne perdons pas de vue que M. Bongo pouvait depuis le Gabon influencer la vie politique française. Considérons donc que M. Omar Bongo était un homme hyper influent au-delà de nos frontières. Toute chose que je ne crois pas devoir considérer pouvoir considérer qu'un autre Gabonais puisse avoir ce genre d'influence à travers le monde. Alors, si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur un pan du développement de l'articulation du narratif de M. Boukas qui dépeignait Omar Bongo sous, j'allais dire, un pensif un peu gris. Je voudrais simplement que les Gabonais comprennent qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et que lorsque Bongo prend le pouvoir, il faut comprendre que c'est le chef d'État le plus jeune du monde. C'est une qualité que beaucoup de chefs d'État de par le monde n'auront jamais. Omar Bongo trouve un pays qui souffre du manque d'infrastructures. Donc il n'a rien hérité de la coloniale. Tout était à bâtir, tout était à construire. Mais Omar Bongo, qui n'était pas un devin, a su marquer de son empreinte de par les convictions qui étaient la sienne. Non seulement l'histoire politique, mais aussi économique, parce que le Gabon d'aujourd'hui est à l'image d'Omar Bongo Ondimba, qu'on le veuille ou non. Omar Bongo restera, de mon point de vue, la personnalité politique la plus marquante de toute l'histoire de la vie politique de notre pays, même dans 100 ans encore. Merci M. Mbati. Alors Estanias, revenons un peu sur l'aspect diplomatique. Quelle était la place de la diplomatie dans son action politique? Oui, Omar Bongo, lorsqu'il prit le pouvoir en 1968, au lendemain du décès du père de l'indépendance, Liomba Minkominan, le Gabon n'était pas connu sur l'échiquier diplomatique international. C'est Omar Bongo, effectivement, qui avait vendu le Gabon, c'est-à-dire qui avait fait la promotion du Gabon à travers le monde, en passant par les États-Unis, en passant par la Chine, de Mao Tse-tung, en passant par les États africains, en passant par effectivement la Palestine et tout le reste, également dans la résolution, la tentative de résolution du conflit, puisque c'est un conflit qui perdure jusqu'à ces jours. Omar Bongo s'essaya effectivement de tenter de réconcilier les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Omar Bongo, c'était vendre également les ressources de notre pays pour susciter des investisseurs. C'était une diplomatie active. Donc Omar Bongo a inscrit le nom du Gabon sur la carte diplomatique internationale. On ne peut lui dénier cet état de fait. Il est le père de la diplomatie. Si aujourd'hui le Gabon figure dans un certain nombre de pays du point de vue des installations de ces ambassades et de ces consulats, c'est l'œuvre d'Omar Bongo Ondimba. Il est appelé le père de la rénovation, le père de la refondation. C'est Omar Bongo Ondimba qui a fait connaître effectivement que sur le continent africain, précisément du côté de l'Afrique centrale, il y a un petit pays de 200 et poussières de superficie appelé le Gabon, avec des ressources d'envergure, avec des ressources importantes, et qu'il fallait trouver des partenaires. C'est Omar Bongo, de par sa verve, de par ses qualités intrinsèques, oui, c'est Omar Bongo Ondimba. Mais comme je disais, l'objectivité du scientifique que je suis voudrait effectivement que ne sorte pas de cette pédagogie juste en dressant des lauriers sur Omar Bongo Ondimba. Ce ne serait pas très objectif face à l'histoire. Omar Bongo également, c'est celui-là qui a également mis en place une prime de l'impunité face à un certain nombre de détournements qui étaient enregistrés dans notre pays, au nom du consensus, au nom de ceux qui gèrent le pays comme un village, c'est-à-dire un père qui a le bâton et la carotte, et il sanctionne là-bas, et ensuite, voilà. Alors, on veut là avec des tractopelles, avec ceci, avec cela. C'était une prime à la promotion, alors qu'en principe, il fallait
bondé la maison centrale de Libreville. Mais hélas, au-delà de ce que nous avons connu, certainement une traque des acteurs politiques dans le cadre du monolithisme qui prévalut entre 1970 et 1990. Il faut dire qu'Omar Bongo Ondimba, au-delà de tout ça, c'est un bilan ou un héritage mitigé. Et ça, c'est de l'objectivité. D'accord, merci Astania Solor. On est en train de faire quelque part un petit cours d'histoire. Donc en 1990, le Gabon adopte le multipartisme. Quelles étaient les raisons de cette ouverture politique, Monsieur Chris Baker? Alors, les raisons... On va dire il rétablit. Oui, il rétablit le multipartisme, effectivement, parce que lui, dès qu'il accède au pouvoir, quand il crée le Parti démocratique gabonais, on va dans un monopartisme. Et c'est un chef, une loi, une existence, pas de contradiction. Tous les Gabonais étaient alignés, tous les Gabonais allaient dans le même sens. Ça devenait, plus le temps passait, plus ça devenait assez long. Parce que, quelqu'un l'a dit déjà sur le plateau, tout n'est pas souvent rose. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Quand il y a des mauvaises choses, il faut qu'il y ait des personnes à côté pour pouvoir dire que c'est pas bon en vue de s'améliorer. Mais si on n'a que des collaborateurs, comme hier avec les anciens dirigeants et autres, où tout n'est que bon, à la fin, on rentre dans un laxisme. Et je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, fait partie d'argent comptable d'un certain retard du développement du Gabon. Parce qu'il y avait un problème de contradiction, il y avait un problème d'opposition. Et c'est cette soif de divergence d'opinion qui a mené certains Gabonais éveillés, qui en avaient marre d'aller dans un sens unique, de pouvoir se soulever, de pouvoir revendiquer la démocratie au Gabon. Parce qu'on se dit, un pays démocratique se développe mieux parce qu'il y a une certaine pression qui est exercée sur le dirigeant. D'où l'avènement de la conférence nationale qui nous amène ensuite dans la démocratie. Et la démocratie ramène le multipartisme et on a une vie politique animée. On a des personnes qui étaient un peu étouffées, qui commencent à reprendre de la parole, qui commencent à se sentir gabonais et utiles pour son pays. Voilà un peu, c'était plus dans ce souci de démocratie et d'animation de vie politique qu'il fallait revenir à ce multipartisme et que même si, malgré ça aussi, il y a un problème, ce sont les acteurs politiques gabonais qui ne savent pas jouer franc jeu. Parce que vous dites que vous êtes de l'opposition, jouez votre rôle d'opposant. Mais ne soyez pas ces opposants qui, la journée, on crie, on n'est pas d'accord, et quand on t'appelle dans la nuit, tu prends une valise et ce que tu dénonçais hier, parce que tu as eu une petite mallette de billets, tu n'arrives plus à le dénoncer et le Gabon continue à sombrer. Donc parfois, nous sommes les premiers à condamner ces dirigeants qui ne font rien, mais c'est nous qui les encourageons. Ils n'ont pas de pression. Ils savent qu'il suffit de contenter X ou Z personnes. On dort à l'aise et on continue à faire du Gabon ce qu'on veut comme bon le semble. Malheureusement. Est-ce qu'il y a eu des conséquences face à ce retour, que ce soit positif ou bien négatif? Il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences d'abord négatives parce que ce retour au multipartisme, cette conférence nationale, a connu la perte de vie. On a connu la perte de plusieurs vies. On a des personnes comme Redjambé, que j'ai un peu suivi le parcours, qui sont partis après, à la suite de ce retour au multipartisme. Il y a eu des conséquences négatives, il y a eu du sang qui a coulé, parce que surtout après la première élection, la véritable élection démocratique. Parce que quand on est déjà dans une élection démocratique, c'est autre chose, il y a de la contestation, il y a des mécontentements, mais il y a également eu des conséquences positives, parmi lesquelles l'existence d'autres partis, la démocratie dont nous héritons aujourd'hui,
Et s'il y a une chose en toute objectivité, j'ai bien aimé cette phrase de mon ami Astagnas, c'est celle de l'objectivité scientifique. Moi, en tant qu'analyste politique, il faudrait que j'arrive aussi à le dire. Le Parti démocratique a existé, il a animé la vie politique, mais la seule chose que j'aurais reproché à Omar Bongo, s'il était encore vivant, c'est d'avoir fait de son cheval de bataille au niveau de son Parti démocratique gabonais, la conservation du pouvoir. Parce que même dans un pays démocratique, quand un parti démocratique au pouvoir a pour idéologie conservation du pouvoir, ceci est systématiquement synonyme à de l'autoritarisme. Donc ça veut dire que tout de suite, il y a un penchant vers de la dictature, parce qu'on ne peut pas conserver un pouvoir sans imposition, sans brimade, sans violation de la loi. Merci, Monsieur Becker. Alors, Astagnas Bouka, parlons un peu des réalisations qui sont encore visibles aujourd'hui de ce dernier. Oh, Omar Bongo Ndimba, j'espère que le président Joachim Pambo aura une convergence historique avec l'éditorialiste que je suis. Omar Bongo Ndimba, c'est l'université du Gabon, l'université nationale du Gabon, qui va être rebaptisée plus tard en devenant l'université Omar Bongo, où j'en suis sorti d'ailleurs, diplômé, un master en études anglophones. Omar Bongo Ondimba, c'est la cité de la démocratie, n'est-ce pas? Cité du 12 mars, pour d'autres, le président Joachim Pambo, c'est quelque chose, il va certainement encore agrémenter cela. Omar Bongo Ondimba, c'est Africa numéro 1, Africa numéro 1, aujourd'hui qui est rené de ses cendres par la volonté des dirigeants de la 5e République. Omar Bongo Ondimba, c'est l'USTM, Université des sciences et techniques de Masuku. Omar Bongo Ondimba, c'est le stade Omnisport Omar Bongo, qui est malheureusement écroulé dans les hautes herbes. Je lui dis qu'il serait démoli d'ici là. Omar Bongo Ondimba, c'est les écoles. Parce que quand Omar Bongo prend le pouvoir en 1968, 67, fin 67, début 68, le Gabon c'était une forêt. Et ça, M. Mbaché et moi, on s'accorde sur ce plateau, que c'est Omar Bongo qui a construit les écoles, les universités, les centres hospitaliers, sur l'ensemble des provinces, que contre le Gabon, les 9, bien entendu. Omar Bongo Ondimba, c'est le transgabonais. Omar Bongo Ondimba, même si ça n'existe pas, mais il faut citer, ce fut son œuvre, c'était Air Gabon, la flotte, le perroquet vert, qui était notre identité, malheureusement. C'est dans son laïus, je dirais, prémortem, qu'il dit Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, parce que, effectivement, Air Gabon mourut de sa belle mort. Omar Bongo Ondimba, c'est la formation des cadres. Quand Omar Bongo prend le Gabon en 67-68, nous avons une poignée de cadres qui étaient tous formés en Occident. En l'occurrence, le président Joachim aussi fait partie de ceux-là qui ont été formés chez les Blancs, comme on dit trivialement chez nous. Omar Bongo Ondimba avait donc besoin de cadres pris un peu en Occident pour construire le Gabon. Mais c'est grâce effectivement à la formation de l'élite politique, l'élite économique, l'élite de tout genre, pour l'accompagner dans ce qu'il a qualifié le Gabon rénové. Le père de la rénovation, comme chanta le groupe Mikwanya de M. Miboto Zakari. Merci Astagnas. Alors, M. Mbachi, vous voulez peut-être renchérir, rajouter ce que Astagnas disait? Je crois que M. Boukas Mekker vient dénoncer une déclinaison assez claire de réalisation de Omar Bongo. Je le disais déjà dans mon prélude. Le Gabon d'aujourd'hui est à l'image de Omar Bongo Ondimba, à quelques exceptions près. Parce que lorsqu'il devient président, Léomba avant lui, le Gabon n'hérite rien de la coloniale. C'est une forêt. Et toutes les routes, tous les édifices, du moins la majorité des édifices actuels, sont l'œuvre d'Omar Bongo Ondimba. Parce que ça s'est construit sous son magistère. Vous l'avez bien
relevé 4 décennies, comment expliquer ça? Oui, ça s'explique parce que Omar Bongo était en vérité un bâtisseur, quoi que l'on dise, qui n'était pas parfait, qui avait des forces, ses forces et ses faiblesses, comme tout être humain. Mais ce que je crois qu'il faut retenir d'Omar Bongo, principalement, c'est celui d'avoir hissé le Gabon au rang de pays envié de par le monde. Ça, au-delà des méfaits ou des griefs qu'on peut lui faire, il faut dire que Omar Bongo est... Le Gabon est à l'image d'Omar Bongo. C'est une réalité indéniable, madame. Et c'est en cela que j'aime, à chaque fois que je pense à lui, me souvenir d'un instant privilégié passé avec lui le jour de la célébration d'un de ses anniversaires à la présidence de la République, où il disait pour lui, la jeunesse étant sacrée, il comptait sur des gens comme nous pour continuer le flambeau. Je crois que les gens de ma génération n'ont pas failli et que notre actif politique s'inscrit un peu dans sa vision. C'est pourquoi j'aime à dire que les nouvelles autorités de la République doivent s'imprégner de toute la science politique d'Omar Bongo pour construire notre pays. Merci, M. Badji. Alors, M. Chris Becker, qu'est-ce que l'on retient en général de son héritage? Ce que l'on peut retenir en général, après ces belles discussions, c'est que le Gabon, c'est Omar Bongo, et le Gabon ne réussit et ne prospère que lorsqu'on s'inspire d'Omar Bongo. Pour preuve, Ali Bongo est venu avec son équipe, ils ont voulu apporter une vision nouvelle. Le Gabon, on connaît là où nous nous sommes retrouvés et on a connu tous l'avènement du 30 août. Et l'homme du 30 août arrive avec une vision reposée sur la restauration de la science politique, de la grande vision du grand bâtisseur Omar Bongo. Nous pouvons voir les succès qui ont commencé en 100 jours. Nous pouvons l'en témoigner. Donc aujourd'hui, on peut dire que les génies du Gabon s'accordent avec la vision très élargie d'Omar Bongo et toute personne, tout dirigeant qui voudrait bien s'en imprégner de celle-ci trouvera grand succès. Et aujourd'hui, nous encourageons Brice Clotaire Oligui Nguema à continuer à poursuivre l'œuvre du grand bâtisseur Omar Bongo parce que cela lui apporte grâce, chance et bonheur pour la bonne prospérité du Gabon. Merci, M. Becker. Alors, Astanas Boka, qu'est-ce que l'on peut retenir? Omar Bongo Ondimba, oui, en effet, fut un bâtisseur, au Gabon rénové, le père de la refondation. Omar Bongo Ondimba, c'est tous les édifices, hein. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est le Gabon Télévision aujourd'hui. Ce sont les œuvres d'Omar Bongo Ondimba. C'est la formation de l'élite de la jeunesse. La jeunesse est sacrée. Bon, dit-on aujourd'hui désacralisée, c'est selon. Mais Omar Bongo également, pour avoir exercé 41 et 6 mois, fut également une figure controversée de la politique gabonaise pour avoir effectivement consacré un peu de son temps à ne pas punir ses enfants toutes les fois qu'ils mettaient les mains dans les caisses, qui confondaient servir l'État que de se servir, effectivement. Le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le clientélisme, malheureusement caractérisé la gouvernance d'Omar Bongo Ondimba. Et c'est un peu en cela que, ou pour cela que beaucoup appelèrent à un changement au niveau de l'exécutif, mais un changement également des mentalités. Et Omar Bongo, grand sage, grand visionnaire, au crépuscule de sa vie, oui, annonçant cette phrase qui resta testamentaire, que je qualifie de serment pré-mortem. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, etc. La suite, nous la connaissons. Fin de citation. Merci Astanias. Alors, M. Mbadji. Sans vouloir faire dans la redondance, parce que l'essentiel de mon pensif s'aligne à ce qui a déjà été dit par mes co-débatteurs. À la seule différence que je voudrais ajouter sur les actions à remettre à l'actif du président Bongo, la
le multipartisme est la démocratie. Quoi que l'on dise, Omar Bongo était un démocrate chevronné, même s'il fut un temps où il avait installé le monopartisme, parce que le contexte le voulait. Lorsque Léon Barrelos prend le pouvoir, il y a des guerres de clans. Les Gabonais ne s'accordent pas dans l'essentiel. Nous sommes là à l'époque, disons ça, coloniale. Alors, il avait eu la bonne idée d'étouffer les partis politiques pour en créer un et faire en sorte qu'ils deviennent le creuset de l'unité nationale. Voilà, moi, ce que je retiens en substance de l'action politique de M. Omar Bongo Ondimba, qui est un héritage, j'allais dire, inestimable, au-delà de tout ce que l'on peut dire. Merci M. Mbadji, merci M. Chris Baker, merci à Sténas Bouka, merci également à vous qui nous regardez depuis 18h30. Parlons-en, c'est fini pour aujourd'hui, on se dit demain pour une nouvelle émission et pour l'instant je vous laisse avec Sidela Neyman pour le 120 minutes d'info. À demain. TV+ Afrique,